Je fais de temps en temps des résidences d'écriture avec un entourage plus ou moins proche. Et il y a des Parisiens. On a des visions différentes et ils me disent mais t'as de la chance parce que t'es pas confronté au stress permanent, à la rapidité, à la concurrence. Enfin, je reste très ancrée par rapport au temps réel de la nature et donc du coup peut-être que c'est une chance parce que ça m'aide à être patiente et ça m'aide à développer mon sas de sécurité, mon univers personnel et tout. Réflecteur, le podcast sur l'écosystème des films documentaires. Épisode 19, Portrait. Je m'appelle Anaïs Bajeux, je suis cadreuse, monteuse et réalisatrice. À l'embouchure des films alimentaires et de ceux qui me font vibrer, à l'estuaire de l'autoproduction et de la diffusion télé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma discussion avec Laura Lardeux. Laura et moi, nous nous sommes rencontrés il y a quelques années, car nous travaillons avec le même ingénieur du son. Coucou Julien Chabert si tu m'entends. Chacune sur nos films respectifs qui participaient à un concours de court-métrage documentaire qui s'appelait « Et pourtant elle tourne », qui était organisé par Arte pendant le Covid pour les femmes réalisatrices. Avec pas mal d'atomes crochus et des parcours de vie complémentaires, nous sommes devenus amis. Nous avons à peu près le même âge, elle a 31 ans au moment de l'enregistrement de cet entretien. Ce qui m'a intéressée dans son parcours, c'est de voir la belle ascension qu'elle a pu avoir avec ses premiers films au fur et à mesure de ses rencontres. Cet épisode est consacré à son parcours professionnel et a été enregistré chez elle, à la Clusaz, en Haute-Savoie. Est-ce que tu peux me dire comment tu as commencé ta carrière audiovisuelle ? Alors, j'ai commencé au niveau des études en faisant un lycée option cinéma. Ensuite, je suis partie à 3IS dans une école privée à Paris et je me suis spécialisée en montage vidéo parce que je voulais avoir un bagage technique et le montage, j'aimais comment fabriquer des histoires avec des images. Ça m'a tout de suite parlé. Ensuite, après ça, je suis allée au Québec où je me suis spécialisée en cinéma documentaire. Et puis, dans cette formation, dans ces études durant un an et demi, il fallait faire un projet documentaire à la suite de ces études, enfin un film documentaire court-métrage. Et j'ai fait mon premier film sur ma mère quand elle était malade, parce que j'ai dû rentrer suite à l'appel quand elle m'a dit qu'elle était malade et j'avais un autre projet documentaire qui était d'ailleurs sur la jeunesse, c'est marrant, j'avais pas fait le lien et au final comme je suis rentrée il fallait absolument faire un film pour valider ces études-là, je me suis dit pourquoi pas faire un film chez moi à la Clusaz. Et j'étais assez admirative de ma mère et de sa volonté de se lever tous les matins, de se maquiller, d'être normale, entre guillemets, alors qu'elle était en train de faire face à un cancer. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier film, qui n'est pas Michel. C'était un film d'études qui s'appelle Les mots pour le dire, qui n'existe plus à part dans mes archives. Et que j'avais fait pour lui rendre hommage. Elle est venue au Québec pour voir... l'avant-première là-bas à l'école, etc. Et puis elle a eu tout un élan d'amour et d'admiration de la part du public. Mais c'est pas Michel. Je le précise parce que c'était vraiment un film pour elle finalement avec du recul et pas selon mon regard. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, en attrapant la caméra et en documentant ma mère. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Et bien ensuite, ce projet-là d'études, j'ai essayé moi-même de le mettre en festival, etc. Il n'a jamais été pris dans aucun festival, même pas une petite sélection. Et du coup, après, je suis rentrée, dans le même temps, en fait, je suis rentrée pour accompagner ma mère dans l'épreuve de la maladie jusqu'à son décès. Et puis, suite à ça, j'ai réalisé Avenir. Peut-être un an après son décès.
parce que c'était plus fort que moi. Il se passait quelque chose dans mon village. Il y avait un élan citoyen avec une évolution au niveau des mentalités. Et je leur ai proposé, je leur ai dit, écoutez, moi j'ai une caméra, un micro qui ne fonctionne pas très bien, mais je peux vous proposer des petites capsules à balancer sur les réseaux pour vous présenter. Et c'est parti comme ça. Et pareil, de façon informelle. Et le Covid a aidé à me faire naître réalisatrice. En l'occurrence, si on pitch Avenir, comment tu l'expliquerais ? Avenir, c'est le combat, enfin, d'un élan citoyen qui s'est positionné. C'est un collectif de citoyens en fait qui s'est positionné contre l'implantation d'un Club Med à la Clusaz. Et il se trouve que c'était dans le même temps que les élections municipales, donc ils ont fait une liste. Enfin, ils ont créé une liste. Et moi, je les ai suivis pendant ces 3 semaines de campagne, mais je me suis pas positionnée sur leur stratégie politique. Je me suis vraiment positionnée sur qu'est-ce qui vous motive à vous engager humainement parlant pour défendre une cause qui est plus grande que vous. Parce que moi-même, je me posais la question de l'engagement. Je me disais, bon, qu'est-ce que je fais ? Et à côté de ça, comme je venais de perdre ma mère depuis 1 an, je pense que au fur et à mesure des tournages, comme j'étais en immersion tous les jours, j'y ai vu une seconde famille et puis une utilité. Du coup, Avenir, on entend du coup le process. Comme tu l'évoquais au début, ça devait être en fait ça devait être des vidéos capsules destinées aux réseaux sociaux, si j'ai bien compris. Mmh. Comment ça s'est concrétisé en film ? À quoi il a ressemblé ? C'est un long métrage ? Quelle a été la vie de ce film ? J'avais pas d'ambition particulière sur ce film, j'ai juste filmé. Pendant toute leur démarche politique, je les ai filmés pendant 3 semaines. En plus, le Covid est intervenu dans cette histoire avec les confinements, etc. Et le film a commencé à s'écrire à partir du moment où j'ai créé des itinéraires d'entrevues avec vraiment des thématiques particulières à réfléchir qu'est-ce que j'allais chercher chez mes personnages et surtout le personnage principal qui était la tête de liste, Alexandre Hamelin. Et puis j'ai commencé à creuser vraiment mes interviews et puis suite à ce que j'avais en réponse dans les interviews, j'avais d'autres idées de suivi dans la vie de mes personnages et puis je me suis retrouvée avec tout un tas de rushs que j'ai voulu monter en court-métrage parce que j'avais pas la prétention d'en faire un long et puis c'était la première fois que je faisais un film toute seule sans l'encadrement des écoles où j'avais déjà fait des films à l'école mais je veux dire là c'était vraiment de ma propre initiative et comme ça et le Covid est tombé donc le personnage principal Alexandre lui a dit écoute y a une petite là qui a fait une vidéo sur nous si jamais t'as le temps de le regarder et j'avais fait un premier montage et David par chance comme il y avait le confinement avait le temps de PBS Compagnie il avait le temps. Et du coup, il m'a dit, écoute, viens au bureau et tu le présentes à l'équipe. Donc moi, j'étais en stress comme pas possible à me dire, mon Dieu, mais je vais présenter un film première version de montage à 10 personnes qui vont scruter mon film alors que je ne me prétendais pas du tout réalisatrice. J'étais là, j'ai une caméra, j'ai fait des études de cinéma et je fais des petits films. Et donc il a vu, il m'a dit, écoute, il y a du potentiel, mais... il manque beaucoup de choses dans l'histoire, donc on a retourné, là je fais un truc accéléré, mais on a retourné derrière, et puis il y a eu un autre producteur qui est donc Stéphane, qui est rentré dans la boucle parce que Alexandre m'a présenté à Stéphane par la suite, et Stéphane en fait ne m'a pas du tout parlé du film, il m'avait fait un retour mail. Ça me convenait pas d'avoir que le retour mail, il me fallait les explications, donc je l'ai appelé, il m'a dit écoute on se boit un café à la Clusaz. Et en fait, à ce moment-là, il m'a pas du tout parlé du film. Il a titillé mon ambition, à savoir qu'est-ce que tu veux être. Ce qui m'a beaucoup perturbée parce que j'arrivais pas à dire je suis réalisatrice. Et il m'a dit bon écoute, ta version de montage là, elle est très bien pour plaire à tout le monde dans le cinéma de la Clusaz ou si tu le diffuses juste à la Clusaz, tu peux le laisser comme ça.
Mais si tu veux aller plus loin, le diffuser ailleurs et devenir une réalisatrice, alors il faut prendre parti, parce que j'avais pas trop pris parti. Et du coup, avec ces 2 sons de cloche de David et de Stéphane, j'ai explosé le film. Au niveau du montage, j'ai tout remonté avec d'autres tournages, d'autres interviews, etc. Avec un tournage du coup qui était un petit peu plus long. Et voilà, c'est comme ça qu'est né Avenir. Et les 2 producteurs ne se connaissaient pas et on fait une coproduction parce qu'ils croyaient au projet et ils croyaient en moi du coup. Et puis l'aventure a débuté comme ça et voilà, de façon informelle. Et donc du coup, le film dure combien de temps ? 26 minutes. Et sa vie, une fois qu'il a été de diffusion, ça a été quoi ? Il a été primé dans de nombreux festivals à l'étranger. Il a été sélectionné au Banff, donc ça c'était un peu une victoire. Donc ça veut dire qu'en fait c'est la boîte de prod, ou les boîtes de prod, PVS Compagnie et Stéphane, qui ont pris sur leurs fonds propres pour payer les frais d'inscription pour que tu puisses être en festival. Ouais, exactement. Et du coup qui m'ont offert une visibilité et qui m'ont offert une crédibilité aussi par rapport à ma ténacité et à ma persévérance, parce que le film je l'ai monté plusieurs fois et ouais. Et en l'occurrence ce film, est-ce qu'il a eu des soutiens financiers ? Je veux dire, outre en tout cas l'investissement ne serait-ce que déjà que d'énergie, de temps de la part de ces 2 boîtes de prod, potentiellement de matériel, ouais. Est-ce qu'il y a eu des sollicitations de subventions pour... Non. Donc c'est un film totalement bénévole. Ouais. De la part de tout le monde. Oui. Ok. Oui. Yes. Peut-être que des fois il faut commencer par là pour voir un petit peu la motivation du réalisateur, de la réalisatrice. Je dis pas que c'est le chemin à prendre, mais en tout cas c'est des risques à prendre pour ensuite continuer. Et il faut avoir la chance de tomber sur les bonnes personnes au bon moment, mais c'est pas qu'une chance, il faut saisir l'opportunité. Si j'avais eu les retours des producteurs et que je m'en étais contentée en disant ok, mais c'est moi qui ai raison et je vais laisser ma version du film parce que moi je l'aime comme ça, sans écouter les critiques positives ou négatives, je l'aurais pas saisi ma chance et j'aurais pas avancé. Donc c'est un concours de circonstances, mais il faut savoir le voir. Il fait sa vie en festival, il est sélectionné dans quelques-uns. Après ça, il se passe quoi ? Et toi, justement, par rapport au fait que, comme tu l'as précisé, de base, t'avais plutôt fait des études de montage, tu te sentais pas forcément légitime en tant que réal. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi et quels ont été les projets à venir ? Qu'est-ce que ça a changé pour moi ? J'étais soutenue, j'avais une équipe, donc ça change tout. J'avais des personnes ils ont agi un peu comme des coachs ou des mentors coachs, c'est que j'avais des personnes qui croyaient en moi, en mes capacités, qui m'ont un peu bousculée pour que j'affirme mon propos. Et c'était pas forcément agréable, mais tout le temps, je veux dire. Mais voilà, ils m'ont poussée à m'affirmer, encore une fois, et à prendre ma place. Et voilà, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai David qui m'a fait une commande d'un making-of, qui est finalement devenu un documentaire aussi. Donc ces 2 films-là vivent sur Amazon. Qui s'appelle comment du coup ces films ? Behind the Lens. C'était mon premier documentaire de commande. Donc c'était aussi intéressant de se mettre au service d'un propos et de mettre un petit peu sa patte et son regard. Et voilà, donc ces films-là ont une vie sur Amazon. Et entre-temps, je sais plus exactement dans la chronologie, mais il y a eu un concours Arte, Elle tourne. Oui, ça j'ai participé moi aussi. Ouais. Mais oui, je sais, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ah, merci de le repréciser parce que tu vois, tout à l'heure j'étais en train de me dire comment on s'est rencontrés. C'est Julien qui nous a mis. Oui, c'est Julien, ouais. Ok. C'était Et pourtant, elle tourne. Et pourtant, elle tourne. Il y avait ce concours-là et je voulais le faire. Pendant le Covid. Ouais. Et je voulais le faire et j'en ai parlé à mon producteur Stéphane Calme en disant je veux le faire. Et c'est lui qui m'a mis sur la piste en disant et pourquoi tu reprendrais pas tes rushs avec ta maman et en faire un film. Parce que j'avais une sensation d'inachèvement du premier film qui n'avait pas rayonné, que j'avais pas pu montrer.
qu'il y avait un message qui n'a pas été entendu ou vu. Et donc, sur le coup, je me suis dit, oh non, replonger dans les rushs de la maladie de ma mère, ça faisait 2 ans qu'elle était décédée, donc c'était quand même plus facile d'en parler, mais c'était relativement frais. Et puis après, une semaine après, je lui ai dit, ok, j'y vais. Et je l'ai monté en pas longtemps, je l'ai monté en 1 mois. Et donc, j'ai pas gagné, j'ai pas été sélectionnée au concours, mais Stéphane l'a fait vivre en festival encore. Et puis, il y a eu d'autres choses qui se sont créées avec Vaincre le cancer, j'ai pu en parler. J'ai pu libérer ma parole au niveau de ma place d'accompagnante, d'aidante. Pas forcément pendant la maladie, mais après la mort d'un proche. Et ça, je crois que ça m'a beaucoup aidée de pouvoir en parler pour vivre mon propre deuil. Et voilà. Et après, ça s'est chevauché avec la chrysalide. Donc le film sur les 4 jeunes à la Clusa, dont nous avons fait la chronique. Yes, trop bien. Merci. De quelle façon ton métier il a un impact sur ta vie personnelle, sachant que pour les films que j'ai vus, pour la plupart, qui sont de ton initiative en tout cas, ce sont des films très intimistes et qui partent toujours de portraits familiaux et qui racontent du coup ta vie familiale. Du coup, comment tu gères ça et comment... Est-ce que c'est vraiment le type de film que tu as envie de continuer à faire ? Comment tu sens les choses ? Beaucoup de questions dans ta question. Oui. Choisis celle que tu veux. Bah déjà, je dirais pas que ma vie... elles se nourrissent, ma vie pro et ma vie personnelle. Mais c'est plus... l'initiatrice, c'est plus ma vie personnelle qui va impacter ma vie professionnelle. Sachant que pour l'instant, ce sont des sujets qui partent de ma vie personnelle. Donc... comme en même temps, j'ai subi un choc avec la mort de ma mère et surtout l'accompagnement dans la maladie avec des choses que t'as pas envie de voir qui sont trash et cauchemardesques. Donc il faut bien que t'en fasses quelque chose de ça pour grandir, évoluer et pas rester coincé dans cette énergie-là. Donc ma manière à moi, c'était de faire des films. Il y en a d'autres, c'est d'écrire des livres, de faire des peintures, de faire des discours, des conférences. Moi, ma manière, c'est de faire des films et je grandis avec mes films parce que je suis tout le temps l'arroseur arrosé. Je veux parler d'un sujet intime, mais en même temps, je veux pas trop me mouiller au début. Puis en fait, c'est au montage où je me confronte à la réalité de mes rushs en me disant bon, bah, soit j'y vais à fond, soit j'y vais pas du tout. J'ai choisi un sujet intime, je peux pas m'enlever. Et donc ça me permet dans ma vie personnelle d'être... dans des réalisations personnelles, des affirmations, une quête d'identité, une quête de vérité, qui est poussée par ma thérapie et ma psychanalyse. Donc tout ça se nourrit et toutes les étapes par quoi je passe, je les documente et voilà. Mon psy commence à me dire qu'il faudrait que ça arrête de s'entrelacer un peu parce que finalement le risque... Bon là on tombe dans un sujet très psychologique, mais le risque c'est que je rêve ma vie et que je passe à côté en la filmant et que je ne la vive pas en étant juste dedans. Donc j'ai pas envie de ça non plus, donc j'en viens à ta dernière question qui est à quel point je vais rester dans cette mouvance de que ma vie perso et ma vie pro soient complètement collées. Je pense que je vais m'en détacher, là j'en ai besoin. Et j'ai besoin d'aller vers la joie, j'ai besoin de quitter le drame pour aller vers des sujets plus légers, tout en restant dans la profondeur, parce que je suis quelqu'un qui ne sait pas être légère, mais en tout cas, des choses plus lumineuses directement, et me décoller un peu de ma vie personnelle dans la manière de traiter les sujets. Après, les motivations des sujets, de pourquoi je veux faire ce film ou quoi, ce sera tout le temps collé à ma vie. Mais j'ai pas besoin d'apparaître dedans ou tout le temps, ou j'ai pas besoin d'avoir une voix off ou de me mettre autant dedans.
Je pense à l'avenir, mais je pense que ça reviendra aussi. C'est peut-être, ça fera peut-être des allers-retours entre un petit côté plus distancé, mais en restant dans l'intimité de mes sujets, et plus effacé derrière la caméra, et puis peut-être des côtés où je reparlerai de ma vie suivant les événements qui m'arrivent, parce que c'est ma manière à moi de me guérir. Tout à l'heure, tu parlais du fait que tu as fait assez d'heures pour avoir ta première année d'intermittente. Donc c'est plutôt... Enfin, moi, ça fait 2 ans que je suis intermittente, et effectivement, de se dire « Waouh, je vais avoir 1 an de chômage qui tombe », ça offre une sérénité d'esprit que j'avais pas jusqu'à présent. Comment toi, tu appréhendes du coup ton métier sur le temps à venir, au vu de ce que tu as déjà fait, tu vois? Est-ce que, au vu des projets que tu as envie de nourrir, là tu viens juste d'accoucher d'un film en plus, donc ça peut être aussi une phase, comme tu l'as dit pour la chronique d'avant, à savoir un moment de se recentrer sur soi et peut-être oublier un petit peu le côté pro. Quelle est ton envie professionnelle en tant que réal ou d'autres corps de métier, en fait? Comment tu te situes? Est-ce que tu arrives à te projeter? Est-ce que tu as besoin de faire d'autres choses à côté professionnellement pour gagner ta croûte? Ou pas, tu vois? Est-ce que tu veux mettre tous tes œufs dans le même panier? Est-ce que c'est que du documentaire? Je suis un peu perdue en ce moment par rapport à ces questions-là, parce que, comme tu le dis, je viens d'accoucher d'un film et je sais pas trop ce qui va devenir, et ça fait partie de ce métier, ça fait partie du jeu, et en même temps ça m'angoisse profondément, parce que j'ai, comme beaucoup de gens je pense, la peur du vide, et je me dis j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'encore monter les échelons, j'ai envie de sortir de ma zone de confort. Comme je le disais, j'ai utilisé beaucoup de voix off, d'interviews, là j'ai envie de passer par des procédés d'écriture où j'utilise plus ce que je sais déjà faire, et je vais vers des choses que je sais pas faire, et je me teste constamment, et en même temps j'ai envie de rester dans cette mouvance de parler du cœur, de l'émotionnel, des choses intimes, parce que c'est par l'intimité qu'on touche à l'humain, et j'ai envie de rester là-dedans, mais je sais pas encore la direction, parce que j'ai des ambitions qui sont hautes. Pour moi, ça va pas assez vite, alors qu'en soi, ça va, mais... Et j'ai profondément envie de m'inscrire dans le cinéma français, et j'ai pas envie, par exemple, de choisir entre fiction et documentaire. J'ai envie de faire des films, tu vois, et de raconter des histoires à impact, et de délivrer des messages puissants d'amour. Moi, je pense que c'est ce que j'ai envie de faire, d'amour, d'espoir, peu importe le format. Donc après, dans l'avenir proche, au niveau de la vie quotidienne, je pense que oui, il va falloir que je fasse des projets alimentaires vidéo. C'est schizophrénique quand tu montes les échelons et que t'as pas la réalité financière derrière qui s'y colle. Et donc, du coup, des fois, t'as la sensation de revenir en arrière, et des fois de dire non, ça y est, c'est bon, j'ai une stabilité, et en même temps, oui, là, j'ai l'intermittence pendant 1 an, mais je suis en région. Comment je vais garder cette intermittence? Je sais même pas si je vais la garder, donc tout un tas de questionnements qui te forcent à rester dans l'instant, parce que sinon tu te perds dans des stress et des angoisses qui vont pas avec le fait de créer et d'écrire. Donc, En fait, ça c'était ma dernière question, pour rebondir sur ce que tu dis sur « je suis en région ». Moi, je viens de Chamonix. Je pense qu'on a un peu des lieux de vie qui se ressemblent, parce qu'effectivement, ça reste excentré. C'est pas des grandes villes, même si on reçoit beaucoup de gens. Et est-ce que... Je pense que personnellement, j'ai longtemps fait de la résistance à me dire « ça va, il n'y a pas tout qui se passe à Paris », tu vois. Aujourd'hui, j'ai tendance à changer un peu de regard. Et du coup, je voulais savoir, toi, quel est ton point de vue, sachant que t'as déjà réalisé des films qui ont eu
où déjà t'as trouvé des soutiens financiers des producteurs qui ont cru en toi. C'est une belle histoire que t'as, franchement, en termes de carrière, de se dire j'ai un premier film, c'est une belle histoire de rencontre humaine qui fait que bim, ça a donné ça, et en effet boule de neige, ça a pu te permettre d'accéder à la réalisation d'autres films soutenus financièrement, etc. Est-ce que selon toi c'est un frein du coup d'être en région? Est-ce que tu aurais le désir de réfléchir à un autre lieu de vie? Même si, enfin, t'as quelle opinion à ce sujet? Ça s'alterne, des fois je trouve que c'est un frein, des fois je trouve que c'est une chance. Je fais de temps en temps des résidences d'écriture avec un entourage ou un entourage d'entourage plus ou moins proche, un peu fabriqué de façon artisanale. Et il y a des Parisiens. Et ces Parisiens, qui sont aussi des créateurs, des réalisateurs, etc., on a des visions différentes, et ils me disent mais t'as de la chance parce que t'es pas confronté au stress permanent, à la rapidité, à la concurrence, au côté un peu je sais pas comment expliquer, enfin je reste très ancrée par rapport au temps réel de la nature, et donc du coup peut-être que c'est une chance, parce que ça m'aide à être patiente et ça m'aide à développer mon sas de sécurité, mon univers personnel et tout. Donc ça c'est une chance. La région, je pense que ça peut être une force aussi, parce qu'une fois que t'es soutenu par ta région, t'as quand même des paysages qui sont très inspirants, des identités qui sont fortes au niveau des humains qui y vivent, un territoire qui a beaucoup de bagages, du charme, etc. Et donc c'est un trésor au niveau des histoires, donc ça c'est un point fort aussi. Et puis en plus, en région, peut-être qu'au niveau de l'entraide, c'est peut-être plus marqué, j'en sais rien, je viens pas de la ville, mais c'est... ouais, il y a une espèce d'entraide qui se crée entre les créateurs, les producteurs aussi, la culture en région qui veut favoriser des nouveaux talents. Il y a peut-être plus un esprit pour la relève. Donc voilà, ça c'est les points forts. Les points faibles, c'est que l'accès à la culture, il est moindre. Ton esprit est beaucoup moins stimulé, ne serait-ce qu'au niveau de tes échanges humains, des débats, etc. On est un peu plus reclus, justement par le fait d'être dans des grands espaces en nature, etc. On a peut-être moins de lieux propices à l'échange artistique, et ça c'est pesant des fois. Et je tombe d'accord avec toi dans le sens où il y a encore des choses qui se passent à Paris, que à Paris. Et il y a un microcosme parisien qui est difficile d'intégrer, où il y a des bons plans, ah bah tiens, tu connais pas un tel, machin, et puis finalement les liens se font vachement plus rapidement. Donc ça, une fois que tu connais les bonnes personnes à Paris, je pense que ça peut accélérer le processus de ta carrière, mais l'accélérer pour ensuite peut-être perdre pied si t'as pas d'ancrage. Donc je sais pas. C'est un peu un équilibre à avoir entre les deux, et là, la façon dont je vois la chose, c'est que je veux continuer d'habiter en région, mais je veux être plus souvent à Paris. Mais pour ça, il faut avoir la réalité financière qui va avec, pour pouvoir assumer les trajets, le coût des trajets. Donc, j'ai pas encore trouvé le juste équilibre. Mais je pense que tu peux te nourrir de la région, tout en faisant ce qu'il faut faire au niveau sociable à Paris. Merci. Réflecteur, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Laura Lardeux pour cette rencontre. On se retrouve au prochain épisode pour une chronique ressources sur les bourses de la SCAM, la Société des auteurs et autrices multimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify et à partager l'épisode autour de vous. Et ce podcast, c'est aussi le vôtre. S'il y a des thématiques qui vous tiennent à cœur, que vous souhaitez me partager, sentez-vous libre de m'écrire en commentaire sur Instagram ou Facebook. Je répondrai à tous vos messages et je ferai de mon mieux pour créer un nouvel épisode. Un podcast réalisé et produit par mes soins, avec une composition musicale réalisée par Claire-Sophie Dagnan, avec Vera et Léon au violoncelle et une illustration d'Hugo Merel. À bientôt!